Les routes de l'été qui vont pas tarder à nous mener vers la Gironde, le beau département de la Gironde, avec toutes ses spécialités, ses paysages, ses particularismes. On le découvrira dans quelques minutes. Mais tout d'abord, on se pose notre question d'été qui peut être en lien avec la Gironde, puisqu'on se demande si c'est le moment d'acheter une maison à la campagne, avec une question autour du Covid, évidemment, et de savoir si ça vous a fait déménager. Marine, qu'est-ce qu'on nous disent nos tweetos? Eh bien, pour l'instant, c'est 88% de non. Le Covid ne nous a pas fait déménager, nous disent nos tweetos. Ils tiennent bon. Mais peut-être parce que la majorité de ceux qui nous répondent sont déjà à la campagne. Hein. Peut-être. Peut-être. On aurait dû poser la question. Est-ce que vous êtes un urbain? Allez, ce matin, on va se poser cette question avec des professionnels du secteur de l'immobilier. Avec nous en studio ce matin, Pierre Chevillard, qui est rédacteur en chef du site pap.fr. Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ici en studio. Et au téléphone, nous aurons Olivier Marin, journaliste et rédacteur en chef au Figaro Immo. Bonjour Olivier Marin. Bonjour à tous, bonjour. Merci également d'apporter votre expertise sur le sujet. Alors, vous le savez, la crise sanitaire a largement fait bouger la demande et l'offre immobilière, qui est on peut dire, Pierre, une sorte de baromètre quand même de la santé et du moral des Français, le marché de l'immobilier. Oui, absolument. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en période de crise, on pourrait se dire que les gens n'ont pas le moral. Ça, en fait, on n'a jamais autant vendu de logements anciens. Les notaires ont rendu public des chiffres il n'y a pas très longtemps. Sur mai 2020, mai 2021, vous êtes à 1 130 000 transactions. On n'a jamais vu ça sur un an. Il y a eu que 3 années pendant lesquelles on a dépassé le million. Autrement, on a été à 700, 800, 900 000. Oui. La crise de 2008, on est tombé à 530 000. Oui. Donc voilà, et il y a Les crises se suivent et ne se ressemblent pas du point de vue de l'immobilier. Et en tout cas, la crise de la Covid, la pandémie, n'a pas nuit à l'immobilier, en tout cas sur l'ancien, sur la construction de maisons individuelles. On n'a jamais autant construit autant de maisons individuelles, enfin jamais. On construit beaucoup de maisons individuelles. En revanche, chez les promoteurs, c'est plus compliqué parce qu'eux, doivent d'abord avoir un permis de construire pour lancer leur programme. Bien sûr, donc il y a des délais. Et il y en a moins, et voilà, donc pour eux, c'est plus dur. Mais il y a toujours une demande. L'INSEE sonde le moral des promoteurs et les promoteurs disent que la demande est là. C'est-à-dire que quand ils lancent un programme, il se vend. En fait, il y a les Français ont toujours aimé la pierre. Et là, avec la crise, on a envie de bien se loger à l'endroit où on habite déjà ou ailleurs. On a envie de construire un patrimoine. On cherche du confort, de l'agrément de vie. On cherche aussi à solidifier l'avenir. On sait qu'on aura des problèmes avec la retraite, par exemple. On dit que les jeunes, c'est l'usage et la location. Ils veulent tous devenir propriétaires, enfin tous pour la plupart. Dès qu'ils ont un CDI, ils vont voir leur banquier et ils montent des stratégies d'accession à la propriété. Olivier Marin, avec nous au téléphone. Vous avez, j'imagine, un sentiment qui est assez proche de celui de Pierre, mais est-ce que en plus de cela, le fait d'avoir été confiné si longtemps nous a pas mis face à face avec notre logement comme jamais? Oui, complètement. D'ailleurs, on a parlé beaucoup de valeur refuge d'ailleurs de l'immobilier. C'est au premier sens du terme, le refuge, le logement pour soi, pour sa famille, pour ses proches. C'est peut-être aussi c'est un bon placement aussi contre l'instabilité et toutes les incertitudes. Et Pierre a raison aussi dans ce qu'il évoque sur sa première analyse. Et puis la crise sanitaire a été vraiment l'expérience, en tout cas du confinement, un accélérateur de décision. Donc on a parlé dans un premier temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était nous-mêmes en ligne l'année dernière. Au mois d'août, on se disait, mais voilà, est-ce qu'il va y avoir un exode urbain? Est-ce que les gens, notamment les Parisiens, vont partir? Alors, il y a pas un exode, il y a un mouvement qui est lent, mais c'est lent. Il y a une vraie tendance. Il y a une vraie tendance, c'est normal, parce que en couple, il faut être d'accord, il y a aussi les enfants, il y a la scolarité, mais donc on le voit, c'est les retours que l'on a, à la fois par les notaires, par les agents immobiliers en région. Il y a de plus en plus cette envie de quitter les grandes villes, de partir, de se renseigner, mais c'est un mouvement qui va durer comme ça 2-3 ans, progressivement, aussi avec l'essor du télétravail. C'est vraiment des tendances à suivre. Et le retour en grâce des villes moyennes. Oui, ça on va en parler. Pierre Chevillard, un petit commentaire sur ce confinement. On a parlé de confinement humain, c'est-à-dire qu'on se retrouvait face à face avec ses proches, et souvent confinés, mais ça a été aussi la prise de conscience peut-être de l'exiguïté de son logement ou de la mauvaise localisation. Alors, c'est surtout une question d'accès aux espaces extérieurs. C'est-à-dire que si vous avez un appartement de 50 mètres carrés avec un balcon qui donne sur des arbres, c'était beaucoup plus facile. Si vous avez un appartement
appartement de 70 mètres carrés où vous n'avez pas de balcon, voilà, le balcon, la terrasse, le jardin, ça a remis en avant donc les appartements qui possèdent ça, les rez-de-jardin, les appartements avec balcon et évidemment la maison individuelle. Donc ça a changé la perspective en fait des propriétaires. Oui. Et qu'aujourd'hui, le balcon, la terrasse, le jardin, alors ça a toujours été un élément de valorisation, ça a toujours existé, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus fort. Oui, par exemple, je donne un exemple parce que c'était criant. On s'est rendu compte que les Parisiens, bien en fait, c'est bien d'être dans Paris si on est dehors. Oui. C'est-à-dire si on est dans les lieux de culture, dans les lieux de restauration, dans les lieux d'accueil, ça. Mais chez soi, évidemment, c'est moins bien qu'en couronne. Mais à Paris, par exemple, où les prix, c'est un des seuls endroits où les prix stagnent. Mais si vous avez un appartement avec un balcon, avec un jardin, eh bien là, la stagnation, vous la sentez pas trop parce que ce sont des biens qui restent très recherchés. Et puis ceux qui n'en ont pas, eux, retrouvent des valeurs plus conformes à la réalité. Par rapport au prix médian de l'immeuble, il peut valoir 10-15% moins cher, alors que celui qui a une terrasse en dernier étage vaudra 20% plus cher par rapport au prix moyen de l'immeuble. Olivier Marin, alors on se doute bien qu'il y a moins de mobilité en étant propriétaire qu'en étant locataire. Enfin, en tout cas, la mise en œuvre est plus compliquée. Mais pourtant, vous disiez, il y a un mouvement lent. C'est pas un exode, mais il y a un mouvement lent. Est-ce qu'on le sent dans toutes les villes importantes, on va dire dans les préfectures, par exemple, dans toutes ces grandes villes françaises? Absolument, ça commence à venir. Et d'ailleurs aussi, l'un des aspects qui a été déterminant, c'est aussi que beaucoup ont pris conscience justement des prix et se sont rendus compte sur les prix de l'immobilier. Bah oui, on est à plus de 10 000 € du mètre carré à Paris. C'est 2 fois plus que Lyon, que Bordeaux. Et puis il y a encore des villes où on peut devenir propriétaire pour moins de 2 000 € par mètre carré en moyenne. C'est Nîmes, c'est Saint-Étienne, c'est Clermont-Ferrand, c'est Limoges, c'est Besançon. Avec parfois une qualité de vie qui est extra en plus. Et en plus, nous on le dit, tous les jours sur les routes de l'été. Absolument. Et il y a la FNAIM qui récemment nous indiquait qu'en fait la transaction moyenne en France, c'est 169 000 €. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 169 000 €? Alors c'est même pas un studio à Paris, mais on peut peut-être avoir un 3 pièces à Nancy, du côté de Montpellier. Enfin voilà, il y a aussi cette prise de conscience sur la qualité. C'est vrai que les critères de jardin, d'espace, de vivre, de qualité de vie aussi, c'est très important. Et donc quitte à pouvoir le faire, s'éloigner, mais évidemment, il faut que l'emploi puisse le permettre de s'éloigner, en tout cas de ces grandes villes. Alors, les différents dispositifs pour l'accès à la propriété, pas toujours pour soi, parfois c'est un placement, Pierre Chevillard. Est-ce que ça a bougé, ça aussi? Est-ce qu'on s'est plus occupé de son logement que simplement de faire un investissement dans la pierre? Alors, le marché, traditionnellement, est majoritairement dominé par la résidence principale et que l'essentiel des projets, je dirais 80-85%, concerne la résidence principale. Ça peut être du neuf, ça peut être de l'ancien, rénové. Dans l'ancien, vous avez des aides à la rénovation. Dans le neuf, vous avez un prêt au zéro pour les primo-accédants. Et puis, si vous voulez faire de l'investissement locatif, les aides fiscales sont essentiellement concentrées sur le neuf avec le fameux dispositif Pinel. Alors, le Pinel, il y a une hausse des ventes chez les promoteurs en Pinel parce que il y a la défiscalisation et puis surtout, c'est un logement qui n'aura pas besoin d'être rénové puisqu'il est neuf. Or, on sait qu'en 2025, 2028, il y a des obligations et on ne pourra plus louer les passoires thermiques, par exemple. Ah oui. Donc, oui. Les passoires thermiques, ce terme fait frémir. G ou F, les G, c'est pour 2025 et les F, c'est pour 2028. Non, c'est les E pour c'est les F pour 2025 et les E en 2028. Ça obligera donc à rénover entièrement ces logements. Oui. D'où un investissement supplémentaire. Voilà. Alors après, ces investissements, il y a des subtilités fiscales qui font que vous pouvez déduire le montant des travaux de vos loyers quand vous les déclarez au fisc, mais il faut quand même rénover. Puis quand vous êtes en copropriété, il faut l'autorisation, il faut que l'Assemblée générale le vote. Donc si vous êtes dans le neuf, vous prenez livraison et vous êtes tranquille pour des années. Donc c'est ce qui explique aussi le succès du neuf. L'occasion de rappeler aussi qu'en matière de défiscalisation, il faut voir l'avantage fiscal comme un bonus, pas comme une stratégie. Si on vit après ça nous c'est ça, c'est ça. Sinon, non, là, on s'en sort pas. Mais voilà, après, je trouve que la principale aide, c'est le marché qui la donne avec des taux d'intérêt qui sont incroyablement bas. Incroyablement bas. Même si ça remonte un peu, ça reste. Non, ça remonte pas. Ça remonte pas. Ça baisse. Ça baisse encore. Le taux moyen, toute durée confondue, pour les prêts accordés en juillet est à 1,05. Il était à 1,06 en juin. Et aujourd'hui, en moyenne, les prêts sur 20 ans tournent
avant négociation entre 1 et 1,10% hors assurance. Incroyable. Olivier Marin, les taux baissent. Pourtant, est-ce que, en contrepartie, les capacités d'accession aux prêts et je vais dire les filtres à l'entrée ne sont pas plus compliqués à passer? Ouais, évidemment, bien sûr. Alors effectivement, on a ces taux d'intérêt qui sont très bas. Donc, comme Pierre le disait, on est à 1,05% en moyenne, toute durée confondue. Hein. C'est fou. C'est vraiment très bas. La politique centrale, on sait de la Banque centrale européenne, elle continue en fait d'alimenter, de soutenir l'économie, ce qui fait qu'il y a aussi des taux très bas pour les banques. Et donc, en bout de chaîne, le particulier, il peut avoir accès à ces taux très bas. Maintenant, le sésame, c'est le CDI, c'est le contrat déterminé. Bien sûr. La jeunesse, la santé et le CDI, quoi. Oui, alors c'est pas évident pour ceux qui démarrent dans la vie active. Alors bien sûr, il y a l'apport personnel. Si les parents peuvent aider, tant mieux. Et c'est vraiment le CDI, c'est ça le sésame aussi pour la banque. C'est aussi pouvoir se projeter, avoir suffisamment de visibilité sur l'emploi. On est quand même aussi dans des zones d'incertitude, c'est pas évident. Mais donc vraiment pour la banque, c'est le CDI. Le CDI, c'est terrible parce que il y en a de moins en moins. Et dans des périodes d'incertitude pour l'emploi comme celle qui suit cette crise sanitaire hallucinante, on se dit mais c'est un parcours du combattant. Alors, pour les CDI, ça ne veut pas dire que les portes sont fermées. Mais si vous n'êtes pas pour les CDD par exemple ou les indépendants, si vous êtes en CDI, la banque elle va regarder votre. Il faut des garanties quoi. Voilà. Mais autrement, elle va regarder sur les 3 dernières années. Et si vous lui montrez que vos revenus sont stables, si vous avez de l'apport personnel, Olivier a raison, c'est la clé. Si vous n'avez pas 10% d'apport personnel, à moins d'avoir beaucoup d'épargne à côté du patrimoine, ça va être très compliqué. Donc, mais pour les autres, c'est pas forcément terminé, mais il faut montrer à la banque qu'on a des revenus stables sur les 3 dernières années. Puis il y a la tenue de compte. Par exemple, si vous partez en vacances et que vous rentrez à découvert, c'est pas le bon moment. Vous n'aurez pas votre crédit. Oui, je comprends. Le principe, c'est que les banques... C'est la stabilité qu'elles demandent. Elles ne prêtent qu'à ceux qui peuvent rembourser. Donc, c'est la stabilité professionnelle, la stabilité des revenus, la tenue de compte. Et presque la stabilité morale. C'est-à-dire, au fond, d'avoir une vie qui se tienne. Le bon père ou la bonne mère de famille, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut montrer à la banque qu'on est un emprunteur fiable, sûr et qu'on va rembourser son crédit. Et qu'on n'a pas besoin d'avoir un bracelet qui vous... je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, comme ce qu'on met quand on sort de prison là, un bracelet électronique pour que la banque puisse vous suivre et que vous n'allez pas vous tirer dans la nature avec vous savez, cette politique très stricte, elle a quand même un gros avantage, c'est que en France, le taux de défaut c'est le plus bas d'Europe. Je crois qu'il doit tourner à peu près à 1,5%. C'est-à-dire que les gens remboursent le crédit. Il n'y a pratiquement pas de défaut de paiement. À l'inverse de la crise des subprimes aux États-Unis, où on donnait les crédits à qui le voulait, simplement, sans contrôler. Allez, on se pose la question dans quelques minutes. On continue à se demander si c'est le moment d'aller acheter à la campagne et on va peut-être parler de campagne justement. Vergniaud. Les routes de l'été qui nous mèneront en Gironde. Alors notre sondage Twitter, chère Marine, rappelez-nous la question. La question qu'on vous pose ce matin, c'est le Covid vous a-t-il fait déménager? Et pour l'instant, c'est 89% de non, avec quand même quelques nuances dans les commentaires, avec des gens qui nous disent non, mais on voudrait bien. On y songe. On y songe en tout cas, où on veut s'expatrier, ou en tout cas, le télétravail nous fait réfléchir. Avoir l'idée, c'est une chose, sauter le pas, c'en est une autre. Pour expliquer ce phénomène, Pierre Chevillard avec nous ce matin en studio, rédacteur en chef du site pap.fr et du site construire-sa-maison.com, qui est peut-être moins à la fête que PAP en ce moment. Ça marche très bien. Je suis ravi pour vous. Au téléphone avec nous, Olivier Marin, qui est le rédacteur en chef du Figaro Immo, qui est aussi un baromètre et une vitrine de l'immobilier. Cher Olivier, vous qui aimez bien justement ces maisons à la campagne, ces résidences secondaires ou même ces résidences principales, mais maintenant désormais à la campagne pour des urbains qui ont changé un petit peu d'orientation due au Covid. Vous assistez à une migration dans les pages de vos magazines et sur votre site de la ville vers la campagne ? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a déjà ce phénomène de résidence semi-principale, c'est-à-dire que la chambre d'amis devient le bureau pour certains qui télétravaillent et qui y vont de plus en plus souvent. Alors oui, effectivement, les propriétés Le Figaro, là, on prépare un numéro de rentrée. Ça s'appelle Envie de campagne. C'est prendre la clé des champs. C'est justement, c'est complètement dans l'air du temps. Et il y a comme ça des secteurs qui bougent. Alors évidemment, il y en a quelques-uns très très particuliers. Alors il y a la Normandie. Il y a une ruée actuellement sur Deauville, sur les maisons incroyables. Ça, ce sont les Parisiens, non ? Beaucoup de Parisiens. Oui, j'imagine. Les prix ont tellement monté qu'il y a des reports et encore de bonnes affaires entre guillemets. C'est à Touques, à Blonville,
Tourgeville, Villers-sur-Mer, voilà. Oui, Touques, c'est collé à Deauville, mais c'est pas Deauville, quoi. Donc ça permet de payer moins cher. C'est collé à Trouville, en fait. Oui, d'accord. Bon. Ouais. Et voilà. Et puis on a aussi, il y a une Côte d'Amour. Alors après, pour le golfe de Saint-Tropez, on a fait récemment une étude, tout à fait, dans le top 10 pour installer sa résidence secondaire de rêve. Saint-Tropez, devant Gassin, Grimaud, Ramatuelle, voilà, tout ça fait rêver. Voilà, pour aussi des budgets conséquents. Et puis il y a le Vaucluse avec le Luberon qui a vraiment la cote. Et d'ailleurs, il y a un ami agent immobilier qui est présent depuis des décennies, me disait que du côté de Gordes, la vraie tendance, la nouveauté, avant c'était la maison de village, maintenant c'est le terrain. C'est ce qui est demandé avant tout, c'est de l'espace. On veut de l'espace, on veut du terrain. C'est ça, de l'air. C'est vraiment la demande, de l'air, du terrain. Et puis l'autre tendance, c'est qu'ils voient de plus en plus, alors avant c'était les capitaines d'industrie qui venaient acheter et tout ça, et de plus en plus de trentenaires qui viennent investir dans une maison. Et dans leur avenir, et dans leur confort de vie, bien sûr. Ouais. Pierre Chevillard, vous entendiez ce que disait Olivier Marin. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent terrain. On pense souvent bâti, quand on pense à une maison ou à un appartement. Le terrain est en train de prendre un essor formidable. Alors, les terrains se vendent très bien. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent faire construire. J'ai eu les chiffres de la Fédération française du bâtiment. Sur les 4 premiers mois de 2021, les ventes de maisons à construire sont supérieures de 17% à celles qu'elles étaient sur les 4 premiers mois de 2019, avant la crise. C'est-à-dire qu'on vend plus de maisons. Et que, donc, comme vous avez une pression de la demande, les terrains se vendent. Le problème, c'est l'offre. Et donc, les terrains, il y en a moins, et ils sont plus petits parce qu'ils sont plus chers. Et puis, il faut des terrains constructibles. Oui, il faut des terrains constructibles. C'est ça aussi. Vous avez raison. On peut tomber amoureux de terrain et puis se dire... Il faut rappeler qu'en France, il est interdit de construire partout, sauf là où c'est autorisé. C'est le but du permis de construire. Et que, donc, quand on voit un terrain, il faut vérifier, il faut aller à la mairie, voir le plan local d'urbanisme, vérifier s'il est constructible. Bon, a priori, c'est mentionné dans les annonces, mais il faut quand même le vérifier. Il faut vérifier ce qu'il y a à côté. Il faut vérifier la nature du sol. Enfin, il y a tout un parcours qu'on peut retrouver, notamment sur le site Construire sa maison. On explique tout ça. Et toutes les précautions qu'il faut prendre quand on veut faire construire. Pierre Chevillard, pour des couples ou des gens seuls qui n'ont pas les moyens de s'acheter du bâti, une maison, une résidence, est-ce que c'est pas le moyen de faire un pari sur l'avenir, de dire je vais prendre parce que c'est moins cher s'il n'y a pas de maison sur un terrain, j'achète le terrain puis on verra bien dans 5-10 ans? Oui, ça peut. Sauf que si les règles d'urbanisme changent, parce qu'aujourd'hui vous avez une politique de lutte contre l'artificialisation des sols. Vous achetez un terrain aujourd'hui, il est constructible. Vous allez payer au hasard 800 mètres carrés, 120 000 euros. S'il n'est plus constructible, si la mairie décide d'arrêter, parce qu'il y a des villes qui arrêtent de construire des maisons. Donc vous ne conseillez pas de faire un pari sur l'avenir. Acheter un terrain, ça veut dire d'avoir un projet immobilier tout de suite. Oui, il vaut mieux avoir un projet immobilier. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si vous décidez de faire un pari sur l'avenir en termes de placement financier, vous prenez un risque. Donc ce risque, il faut en être conscient. Bien évidemment, si vous achetez un terrain constructible et que dans un endroit qui est très dynamique, eh bien, si le terrain reste reconstructible, si vous le revendez dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez faire une plus-value. Bien sûr. Mais s'il devient inconstructible, eh ben là, ça va être divisé par 10, par 20, par 30, et là, voilà. Mais c'est le risque. C'est un peu un jeu de hasard. C'est comme les placements. Quand vous investissez dans les actions en bourse, vous avez des valeurs sûres, vous espérez que ça monte, et puis des fois, ça monte pas. Eh ben voilà. Mais il faut être sacrément joueur. Si on met toutes ces économies dans un terrain dont on ne sait pas s'il va... Moi, mon point de vue, c'est que si on achète un terrain, c'est parce qu'on a un projet immobilier dans l'année, dans les 2 ans qui vont suivre. D'accord. Pour être à peu près tranquille. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus intéressant, justement? Acheter un terrain et faire construire, ça reste moins cher que d'acheter une nouvelle maison, enfin une maison qui est déjà construite, mais qu'on devrait rénover, par exemple. Ce qu'on voit, c'est que quand on achète une maison ancienne, très souvent, si on veut un confort qui approche celui du neuf, ça coûte plus cher que la construction. Et puis, la maison, elle n'est pas forcément adaptée. Quand vous faites construire une maison neuve, vous avez une obligation de conception bioclimatique avec des grandes baies vitrées. Votre maison ancienne, elle ne l'a pas forcément. Il n'empêche que vous pouvez avoir de très beaux projets de rénovation sans toucher à la carcasse, à la coque de la maison. Mais ça vous coûtera souvent plus cher que le neuf. Et est-ce que ça vaut le coup, par exemple, d'acheter ce que j'appellerais une ruine sur un terrain, parce qu'au moins on est sûr que c'est constructible et c'est comme faire bâtir. Oui, mais il faut pas trop tarder. Vous voyez, j'étais en Bretagne cet été. On voit du côté d'Audierne, par exemple, beaucoup de maisons bretonnes qui sont rachetées, des maisons qui étaient en très mauvais état, sauf les murs. Et là, vous voyez des travaux qui sont faits avec de très belles charpentes, avec des maisons qui sont complètement remises à niveau et qui vous donnent le confort du neuf.
Donc ça, c'est très intéressant, sauf que ces maisons sont essentiellement achetées par des gens à titre de résidence secondaire ou par des gens qui veulent faire de la location touristique de courte durée, des gîtes. Donc ça veut dire que ça fait monter les prix. Et la grande difficulté, c'est que, que les jeunes ont beaucoup plus de mal à se loger, ils sont obligés d'aller dans l'intérieur des terres. Et puis quand on est en littoral, vaut mieux une maison qu'on habite, hein, parce que ça s'abîme vite, une maison où on n'est pas, avec les embruns. Ce sont des tensions qu'on voit en Bretagne, qu'on voit dans les Charentes, qu'on voit au Pays Basque. Et il y a une vraie tension parce que les jeunes ont beaucoup de mal à se loger. Olivier Marin, on a l'impression, à contrario, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais que maintenant c'est devenu presque un loisir de vacances pour ceux qui sont en ce moment en région, de chercher, voilà, sans même avoir de projet bien défini, mais de regarder les maisons qui se vendent, de regarder les terrains. Ils ont raison. Oui, ils ont raison. De toute façon, il faut aller sur place, c'est très important. Mais maintenant, il faut aussi, si on peut se projeter, il y a aussi Internet. En fait, le digital, on sait que c'est complètement incontournable. Il faut s'informer. Et on a des outils qui sont absolument extraordinaires. Alors, on sait que l'immobilier, c'est pas que le prix, que les mètres carrés. C'est un environnement, c'est un quartier, c'est tout ce qu'il y a autour qui donne de la valeur. Mais il y a quand même, et il faut en profiter. Vraiment, c'est un conseil, c'est les données publiques sur Internet. On peut comparer, on peut estimer. Il y a la base demande de valeur foncière. On peut zoomer sur une carte de France avec un quartier, une rue, voir précisément quelle maison ou quel appartement a été vendu, à quel prix ces 5 dernières années dans un secteur donné. Donc on a la faire des comparatifs, oui. Absolument, le nombre de pièces, la surface. Donc c'est très intéressant pour se faire une idée. Ça, c'est les données publiques. Et puis les données privées, il ne faut pas hésiter, évidemment, consulter les sites des notaires, Figaro Immobilier, PAP aussi, qui informent. Ils le font, ça, les particuliers, d'aller voir les sites des notaires? Non, mais enfin, pour s'informer sur les prix, mais il y a par exemple un site qui donne en temps réel et gratuitement l'évolution des biens, des annonces qui se trouvent sur les portails immobiliers. C'est un historique, un suivi des annonces. Vous pouvez voir à quelle date l'annonce d'un bien était mise en ligne, quand son prix est par exemple proposé à la baisse. Le site s'appelle Castorus et il est consultable par tous. Et donc la réactivité des données, c'est un enjeu qui est majeur. C'est très important déjà de s'informer, voilà, d'étudier et puis évidemment de jamais acheter après les yeux fermés. Il faut toujours se rendre sur place. Pierre Chevillard, on a parlé tout à l'heure du pari que représente le fait d'acheter pour plus tard, par exemple un terrain ou même une maison qu'on ne pourrait pas rénover tout de suite. Pour autant, est-ce que vous conseillez aux gens, parce qu'on entend beaucoup parler aussi, d'acheter des maisons aux enchères, par exemple, ou comme des marchands de biens. Aux enchères, oui, ce sont les enchères des notaires. Bon, il faut avoir l'argent, puisque ça ne marche pas tout à fait de la même façon. Mais ce qui compte, c'est le projet. C'est votre projet de vie. Donc, ce que vous voulez maintenant, comment vous allez vous projeter dans l'avenir. Et après, il faut effectivement aller voir toutes les sources, tous les sites pour voir. Ça peut être aux enchères, ça peut être dans le neuf, ça peut être dans l'ancien. Voir ce qui correspond à votre projet. C'est ça qui est très important. Vous n'allez pas acheter des choses qui ne correspondent pas à vos besoins. Si vous êtes un jeune couple, il faudra prévoir l'arrivée des enfants et que, par exemple, vous allez pouvoir acheter, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, une maison avec des combles aménageables. Donc, vous allez avoir un rez-de-chaussée et puis, quand les enfants seront là, eh bien, vous aménagerez les combles en chambre d'enfants. Donc, et d'ici là, vous aurez eu le temps de faire des économies. On a le droit ? Bien sûr, enfin, je veux dire, bien sûr, c'est de l'aménagement interne. Vous avez droit. Alors, si vous ça augmente la surface quand même. Oui, donc il faut le déclarer. Alors, il faut le déclarer et c'est très important. Mais ça vaut aussi pour les gens qui font faire construire. C'est-à-dire que si vous achetez de la valeur, vous pouvez voir vos taxes augmenter, notamment la taxe foncière ou la taxe d'aménagement. Voilà. Donc ça aussi, un projet, c'est global, comme un crédit. C'est-à-dire que vous dites pas, je vais acheter, puis je vais voir. Quand vous achetez un appartement, vous êtes propriétaire, vous avez certes une taxe foncière, mais vous avez des charges de copropriété. Il faut regarder les travaux qui ont été faits, ceux qui vont être faits. Enfin, c'est un logement que vous achetez. Oui, c'est ça. C'est un logement. C'est votre vie. Hein. Ouais, voilà. De toute façon, un logement, c'est simple. C'est un tiers de vos revenus sur un tiers de votre vie en moyenne. Ça mérite qu'on y accorde de l'importance. Ah oui, qu'on regarde un peu de près. Allez, Olivier Marin, pour terminer, parce que vous aimez bien la campagne, donnez-nous 2-3 spots méconnus en France, des endroits dont vous sentez que ça va être bientôt les endroits green vers lesquels les urbains vont aller. Moi, vraiment, enfin, là-dessus, je l'évoquais là tout à l'heure, pour moi, c'est la Normandie, là où il se passe quelque chose. Et si le petit trio Touques, Blonville et Tourgeville, moi, je dis, voilà. Je dis rien, je dis ça, je dis rien, comme dirait... Enfin, voilà, sur la Normandie, en tout cas. Et côté sud, sud-ouest ? Alors, sud-sud-ouest...
On va dire le sud du Massif central, je sais pas, l'Aveyron, le Périgord. Pierre est spécialiste du domaine. Alors Pierre, un petit endroit comme ça dans le sud, Alors, moi, mais à l'intérieur des terres. Moi, j'ai une faiblesse pour des villes comme Limoges ou Vichy ou Clermont-Ferrand qui sont assez peu méconnus, qui sont bien équipés, qui sont très sympas. Autour du Massif central, voilà, quoi. C'est ça. Ouais. Et là, on a, comme vous le disiez tout à l'heure, on a encore des prix qui sont très abordables, avec des régions qui vraiment valent le détour, comme disait Guide Touristique. Bah écoutez, hein, je devais demander à nos auditeurs de se reporter à pap.fr et Figaro Immo. Avec ça, vous êtes bien blindés. Après, l'attitude face à vos banques, chacun aura compris qu'il faut faire profil bas et être stable, avoir une vie stable. Voilà, c'est ce qui est important pour avoir un crédit. Merci messieurs, merci Pierre Chevillard, merci Olivier Marin. On se retrouvera certainement le prochain pour voir où ça a suivi, où ça a bougé, où ça a changé.